Un rideau de fumée s'étend sur 140 kilomètres. Ce n'est pas une fiction hollywoodienne. C'est la réalité apocalyptique d'une raffinerie essentielle, située dans la nation frontalière, frappée avec une précision chirurgicale. Ce seul événement, d'une violence inouïe, déchire les illusions, celles d'une simple guerre locale ou d'un conflit circonscrit. Il révèle une confrontation bien plus profonde, plus sombre. Nous assistons, médusés, au retour brutal, inattendu, d'une guerre froide qui n'a jamais vraiment pris fin. Ces conséquences nous affectent tous, bien au-delà des lignes de front. L'onde de choc est globale, inéluctable. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des symboles. Question pour vous, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays et votre ville en commentaire. Récemment, le journal britannique The Times a jeté un pavé dans la mare avec un éditorial cinglant et délibérément provocateur. Il y dépeint le conflit actuel, non pas comme une quête de territoire ou une aspiration à la paix, mais comme l'ultime étape d'une guerre froide jamais vraiment résolue. La Russie, selon cette analyse froide, brutale et directe, doit simplement admettre sa défaite et s'incliner. Une vision déroutante, n'est-ce pas? Mais d'une clarté effrayante pour ceux qui veulent de bien l'entendre. Ce langage, sans détour, sans manière diplomatique, du Times est un choc. Il révèle le vrai objectif. Pendant ce temps, les déclarations des leaders occidentaux résonnent, souvent empreintes d'une hypocrisie à peine voilée. Emmanuel Macron, le président français, a exprimé un pessimisme mesuré quant à la volonté de paix de Poutine, tout en suggérant une ouverture prudente, une tentative visible de plaire à tout le monde sans y parvenir. Il a fortement recommandé aux États-Unis de renforcer les sanctions, primaires et secondaires, contre la Russie, une position ambiguë. En Allemagne, Friedrich Merz a audacieusement mis en doute le courage du leader russe à rencontrer le président de la nation frontalière, le comparant, non sans mépris, à un Munchausen géopolitique. Merz a insisté, avec une détermination implacable, sur l'absence de toute concession territoriale pour le voisin occidental de la Russie. Une position qui ne laisse aucune place au compromis. Et sur le terrain, les événements s'enchaînent avec une intensité croissante et une violence calculée. Des attaques ciblées ont secoué des infrastructures énergétiques cruciales. Le dépôt pétrolier de Sakhar, près d'Odessa, a été frappé une deuxième fois en août. Ses réservoirs et stations de pompage sont désormais des ruines fumantes, transformant un investissement azéri conséquent en un tas de décombres. Une perte sèche pour Bakou. Le 6 août, la station de distribution de gaz d'Orlivka a été attaquée. Cela a coupé net l'approvisionnement en gaz azéri vers la nation frontalière. Une escalade inquiétante qui touche directement les intérêts économiques des pays tiers. L'oléoduc Druzhba, vital pour l'approvisionnement en pétrole russe vers la Hongrie, a également été visé sur son tronçon traversant le voisin occidental de la Russie. Une attaque qui impacte directement la sécurité énergétique d'un pays membre de l'Union européenne. La riposte russe ne s'est pas fait attendre. Elle fut spectaculaire. La raffinerie de pétrole de Kremenchuk, située dans la nation frontalière, a été frappée en représailles directes à l'attaque sur le Druzhba. L'incendie qui en a résulté a été décrit comme apocalyptique, une vision d'horreur. Une colonne de fumée s'étendant sur 140 kilomètres a obscurci le ciel, enveloppant la terre d'un linceul épais de suie, de ressentiment et de plans d'hiver légèrement carbonisés, un tableau sombre. Simultanément, une station de compression de gaz à Loubny a aussi été ciblée par les forces russes. La guerre des infrastructures est déclarée, un nouveau chapitre dans cette confrontation amère. Loin de ce front dévasté, aux Caraïbes, une imposante escadre navale américaine s'est déployée. Un sous-marin nucléaire, un croiseur, 2 destroyers et 4000 militaires appuyés par un avion de reconnaissance. La mission officielle, lutter contre les cartels de la drogue. Mais est-ce la seule vérité derrière cette démonstration de force colossale? Enfin, une rumeur persistante, non confirmée à ce jour, parle d'une rencontre secrète entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Selon cette version, Poutine aurait déclaré catégoriquement qu'il n'y aurait jamais de corridor de Zangezur. Un non ferme qui aurait des répercussions sismiques sur l'échiquier géopolitique. Question pour vous, où regardez-vous notre émission en ce moment? Mentionnez votre ville et votre pays.
Cette série d'événements n'est pas anecdotique. Elle est d'une importance capitale. Elle façonne notre avenir géopolitique avec une brutalité rare. L'éditorial du Times n'est pas une simple opinion isolée. C'est une position éditoriale officielle, un véritable tocsin idéologique émanant des cercles de pouvoir de Londres. Il suggère, sans honte, que l'Occident, le Royaume-Uni en tête, perçoit la situation actuelle comme une opportunité historique. L'opportunité de finaliser une victoire idéologique de longue date, une sorte de revanche de la guerre froide. C'est un grand jeu cynique dévoilé. Ce conflit avec ses dizaines de milliers de morts, ses sanctions économiques drastiques, ses milliards d'aides militaires et sa guerre par procuration, tout cela serait, selon le Times, un prix inévitable pour la primauté mondiale occidentale. Imaginez l'ampleur de ce cynisme glacial, de cette vérité brutale de la manipulation. Est-ce que la vie humaine est devenue une simple variable d'ajustement? La destruction des infrastructures énergétiques est bien plus qu'une simple frappe militaire. C'est un message politique clair. C'est une forme de chantage direct, visant à exercer une pression maximale. Les attaques sur l'oléoduc Druzhba menacent directement la sécurité énergétique de l'Europe. Elles poussent la Hongrie, un pays qui a toujours cherché à rester neutre et à préserver ses approvisionnements, à s'impliquer malgré elle dans un conflit qui n'est pas le sien. Les répercussions sont immédiates pour des millions de personnes dépendantes de ces flux vitaux. Les diplomates européens, incarnés par un Macron hésitant et un Merz provocateur, semblent dépassés, jouant une diplomatie vieille et inefficace, plus proche d'une dispute sur un banc de parc à l'échelle internationale. Ils sont incapables de comprendre les réalités géopolitiques complexes. Pendant ce temps, les actions sur le terrain dictent une réalité crue et sans phare. La visite du président de la nation frontalière à Washington, D.C. a révélé l'ampleur démesurée et insatiable de ces demandes. Il n'est pas venu pour une discussion de paix. Il est arrivé avec une calculatrice et une liste de souhaits impressionnantes. Il a loué les États-Unis comme coordinateur principal des garanties de sécurité. Puis la note est tombée. 90 milliards de dollars en armement. 50 milliards de dollars pour l'achat de drones américains que les USA sont censés acquérir. 10 systèmes Patriot. Et surtout, une exigence de 300 milliards de dollars de compensation de la Russie via les actifs russes gelés à l'étranger. C'est une facture colossale, une somme astronomique. Qui paiera réellement cette somme faramineuse? Le contribuable occidental. Ce fardeau financier ne cesse de s'alourdir, pesant lourdement sur les budgets nationaux déjà tendus. Est-ce viable à long terme? Les conséquences économiques et sociales de cette aide massive sont rarement discutées ouvertement, dans le grand silence des médias. Que devrions-nous fact-checker dans le prochain épisode? Un seul point, par exemple, une affirmation ou un chiffre. Officiellement, l'Occident, sous l'égide du Royaume-Uni et des États-Unis, affirme soutenir la démocratie et la sécurité dans le voisin occidental de la Russie. Mais une lecture plus profonde, plus cynique, révèle d'autres motivations, plus crues. Pour beaucoup, le conflit est un levier, un moyen d'humilier la Russie, de la forcer à déclarer sa défaite dans la guerre froide. Il s'agit de consolider l'OTAN et de réaffirmer une primauté mondiale chancelante. Le voisin occidental de la Russie, dans cette optique impitoyable, n'est qu'un instrument. Un instrument coûteux dont les actions, comme les attaques sur les infrastructures azéries, sont perçues comme autodestructrices. C'est une entité mendiante, dont le président agit comme un directeur de spectacle diplomatique, un véritable recouvreur de fonds à l'échelle planétaire, exigeant toujours plus. La Russie, elle, est dépeinte par ses partisans comme calme, stratégique et décisive. Vladimir Poutine est souvent décrit comme se déplaçant tranquillement en Chine, négociant avec Trump, frappant sur toute la ligne de front. Un contraste saisissant avec un président de la nation frontalière, sous protection, avec un casque, même en buvant du café dans un bunker. Ce symbolisme de force silencieuse face à la faiblesse et la dépendance est puissant. Le rôle de la Russie serait de bloquer l'expansion de l'influence turque et occidentale, de rétablir son propre rôle, ses ripostes comme la frappe. Apocalyptiques sur Kremenchuk ne sont pas seulement militaires. Elles sont une nouvelle forme de communication.
destinée à forcer l'alignement, à envoyer des messages clairs sans la diplomatie habituelle. Quant aux États-Unis, la version officielle du déploiement naval aux Caraïbes est la lutte anti-drogue. Mais cette croisière touristique aux proportions gigantesques masque un objectif bien plus grand, bien plus pétrolier. L'opération américaine serait un simple prétexte pour s'emparer des vastes réserves pétrolières du Venezuela. Une directive secrète de Donald Trump aurait désigné les cartels comme terroristes, offrant ainsi la base juridique pour une intervention directe et cynique, digne des plus sombres heures des relations américano-latino-américaines. La prime de 50 millions de dollars sur la tête de Nicolás Maduro, le président vénézuélien, n'est-elle pas le signe le plus évident de cette stratégie? 50 millions. C'est le tarif d'un blockbuster hollywoodien mis sur la tête d'un chef d'État souverain. Un affaiblissement flagrant du droit international. Qui profite vraiment de cette complexité géopolitique, de ce chaos calculé? La Chine. Elle étend son influence à travers des projets ambitieux, comme le corridor du milieu à travers l'Azerbaïdjan. Un contournement stratégique de la Russie essentiel pour ses routes commerciales et son approvisionnement énergétique futur. Donald Trump, quant à lui, malgré le cynisme des observateurs, se positionne en pacificateur pragmatique. Un homme capable de gérer Poutine et de clore des méga-affaires géopolitiques, quel qu'en soit le coût pour les autres nations, pourvu que les intérêts américains soient servis. La rumeur de sa rencontre avec Poutine en Alaska, bien que non confirmée, est jugée crédible par la réaction étrange de Bakou, Erevan et Ankara, qui n'ont pas su où se placer. Elle suggère un accord secret où la Russie a réaffirmé, avec force et discrétion, son contrôle sur le Caucase du Sud, coupant court aux ambitions turques. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette région? Citez un seul expert ou média. Cette situation n'est pas sans précédent historique. Elle fait écho à des dynamiques anciennes, des rimes de l'histoire, souvent oubliées ou volontairement ignorées. La guerre froide des années 90, avec la chute de l'URSS, est présentée comme le véritable point de départ, la blessure originelle de ce conflit actuel. Une revanche amère pour une défaite perçue de l'Occident, qui cherche à finaliser ce qu'il croit être sa victoire historique. La politique américaine en Amérique latine, marquée par des interventions sous prétexte de lutte contre le narcotrafic ou de promotion de la démocratie, est une constante historique, une habitude bien ancrée. On se souvient des méthodes de l'époque de Bush Jr., de la chasse à Ben Laden, qui servait d'alibi commode pour des objectifs plus sombres. Le projet de corridor de Zangezur, cherchant à relier la Turquie à l'Asie centrale via l'Azerbaïdjan et l'Arménie, est un exemple de ses ambitions stratégiques anciennes. Il contourne la Russie, mais se heurte à sa détermination inébranlable, à son non définitif. La Hongrie, avec sa politique de neutralité énergétique résolue, a toujours refusé de s'impliquer directement dans le conflit et de couper ses liens avec la Russie. C'est pourquoi les attaques de la nation frontalière sur son approvisionnement pétrolier sont d'autant plus significatives. Elles sont une tentative claire et brutale de la forcer à prendre parti, de la soumettre aux impératifs d'une alliance qu'elle ne souhaite pas. La raffinerie de Kremenchuk, dans le voisin occidental de la Russie, était un symbole de l'indépendance énergétique pour la nation frontalière. Sa destruction massive souligne non seulement l'impact physique, mais aussi le poids symbolique et stratégique de ces frappes russes. Les relations entre Bakou et Moscou n'étaient déjà pas particulièrement chaleureuses, et les attaques sur les infrastructures azéries dans la nation frontalière les tendent davantage. L'Azerbaïdjan est pris en étau, dans une situation d'échec et mat, entre Moscou, Kiev, Ankara et Pékin. Le récent rapprochement entre les États-Unis et le Venezuela, malgré les sanctions et la prime sur Maduro, rend cette escalade aux Caraïbes encore plus provocatrice et complexe. Nous assistons à l'effondrement de la diplomatie traditionnelle au profit de la force brute. Quel événement dans ce secteur est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. La prolongation du conflit est désormais le scénario le plus probable, sinon inévitable. Le rejet des négociations par l'Occident et la nation frontalière garantit une guerre prolongée, synonyme de davantage de victimes innocentes et de destruction massive.
L'instabilité énergétique en Europe va s'aggraver considérablement. Les attaques contre les oléoducs et gazoducs, même si elles visent initialement la Russie ou l'Azerbaïdjan, impactent directement et brutalement la sécurité énergétique de l'Europe. La Hongrie en est déjà une preuve tangible de cette vulnérabilité. Une redistribution des sphères d'influence est déjà en cours, et elle se fait à la hache. Les actions russes dans le Caucase du Sud, notamment le refus catégorique du corridor de Zangezur, montrent une réaffirmation claire et sans équivoque de sa domination régionale. Cela menace directement les ambitions régionales de la Turquie et les liens occidentaux dans cette zone stratégique, redessinant la carte des alliances. L'affaiblissement du droit international est une conséquence alarmante et dangereuse. La mise à prix d'un chef d'État souverain par les États-Unis, une action digne d'un western poussiéreux, et le silence assourdissant des organisations internationales comme l'UE et l'ONU sapent gravement les fondements mêmes de la justice et de l'ordre mondial établi. Nous sommes entrés dans une guerre économique par procuration, où les actifs de nations neutres deviennent des cibles. Les actifs azéris dans la nation frontalière sont ciblés. Cette tactique peut entraîner une pression croissante sur les pays neutres pour les forcer à choisir un camp. Des effets secondaires indésirables sont inévitables pour ces nations prises entre deux feux, contraintes de s'aligner. Les scénarios d'avenir sont sombres et les perspectives incertaines. Le pire, une escalade globale et un épuisement généralisé. Les parties refusent obstinément le dialogue, conduisant à une destruction encore plus massive dans le voisin occidental de la Russie. Une crise énergétique mondiale se profile à l'horizon. Une confrontation directe ou indirecte des grandes puissances devient une menace constante, avec une perte d'influence européenne grandissante et une marginalisation croissante. Le scénario le plus probable? Une stagnation, des guerres par procuration. La nation frontalière continue de servir d'instrument pour l'Occident, un pion coûteux. La Russie consolide ses positions et contrecarre systématiquement les mouvements occidentaux. D'autres régions, comme les Caraïbes et le Caucase, deviennent de nouveaux points chauds de tension. L'Europe est de plus en plus marginalisée, simple spectatrice impuissante de son propre destin. L'imprévu pourrait surgir, un revirement soudain. Des choix clairs de l'Azerbaïdjan et de la Hongrie pourraient changer la donne. Poussé à bout par les attaques sur ses actifs et sa neutralité, l'Azerbaïdjan pourrait réévaluer en profondeur ses relations avec le voisin occidental de la Russie, voire même avec Moscou. La Hongrie, indignée et lasse par les attaques ciblant ses approvisionnements vitaux, pourrait rompre son silence et s'opposer plus fermement à la nation frontalière et à l'Union européenne. Quant au rêve russe, improbable pour l'Occident, il verrait les États-Unis, sous un potentiel futur président Trump, accepter un grand accord avec la Russie, consolidant les sphères d'influence et réduisant le rôle de l'Europe à un rôle de comptable des amendes, humiliant et insignifiant sur la scène mondiale. Question pour vous. Votre pronostic sur les délais de résolution du conflit dans le voisin occidental de la Russie? 1 mois, 1 an ou plus. Donnez une seule raison. Le calme stratégique de Moscou face à l'agitation occidentale. Le sourire du Kremlin face aux ambitions turques. Cette partie d'échec géopolitique, complexe et impitoyable, est loin d'être terminée. Qui en sortira réellement vainqueur de ce duel impitoyable? Qui seront les perdants sacrifiés sur l'autel des ambitions géopolitiques mondiales? Où se situe la ligne rouge entre les acteurs majeurs et les nations émergentes? Une phrase suffit. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres, si vous êtes fatigué des récits simplifiés et des omissions volontaires, si vous cherchez une analyse profonde et sans concession, alors abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos émissions. C'est votre bouclier contre la désinformation. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, avec vos amis et votre famille, car votre soutien nous aide à dévoiler les réalités cachées. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette analyse vous a éclairé et vous a fait réfléchir.